Voilà. Voilà. Alors, je vais donner tout de suite la parole à Gabrielle, qui est doctorante en études urbaines à l'Institut national de la recherche scientifique à Montréal. Et sa thèse porte sur l'implication citoyenne envers les animaux urbains. Alors, encore une autre perspective, finalement. Oui, bonjour tout le monde. Gabrielle, merci. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je partage mon écran tout de suite. Oui, donc c'est ça. Comme ma collègue Sarah Maud, je vais amener aujourd'hui la perspective des sciences sociales sur les relations humains et chats. Je l'ai mentionné, je fais ma thèse de doctorat en études urbaines, mais je suis formée en géographie et plus particulièrement en géographie animale pour le cadre de mon projet de doctorat. Donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous partager quelques réflexions, je dirais des résultats préliminaires sur mon travail en cours. Donc, j'ai intitulé ma présentation « Explorer les relations de care entre humaines et chats ». Donc, ma prémisse de base pour mon travail dans ma thèse de doctorat, c'est que les relations entre humains et animaux, ou dans ce cas-ci, entre humains et chats en ville, sont polymorphes. Donc, ça prend plusieurs formes, à la fois parce qu'il y a plusieurs types de relations, mais aussi parce que les relations sont changeantes à travers le temps. Puis aujourd'hui, l'objectif de ma présentation, c'est de partager les résultats au sujet d'une forme de relation plus spécifique, qui est une relation qui est parfois méconnue, je dirais sous-estimée et même dévalorisée, la relation de care interespèce. Je définirai le concept plus tard, mais là, en fait, on pourrait dire la relation de soins qui se tisse entre des humains et des chats. Donc, dans le cadre de ma recherche doctorale, quelques mots là, pour vous situer en général avant de parler plus spécifiquement de la question des chats. Moi, je m'intéresse aux initiatives citoyennes de soins envers les animaux à Montréal. Donc, quand je parle des animaux, c'est les animaux urbains qui soient libres, féraux, abandonnés, toutes espèces confondues. Par contre, je ne m'intéresse pas aux animaux de compagnie, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas à la relation de soins d'une personne avec son animal de compagnie. Mais plutôt les relations qui se créent, je dirais, bénévolement entre des humains ou des humaines qui se sentent sollicités par la condition de vie des animaux, puis qui décident de s'engager auprès d'eux. Donc, ma recherche est en cours, c'est une démarche de recherche qualitative, puis je fais ma collecte de données par observation participante, que ce soit en observant directement des soins, des actions de soins envers les animaux, ou parfois les traces de celles-ci, comme par exemple les traces, ça peut être des traces matérielles comme l'aménagement d'abris hivernaux pour les chats, par exemple, ou de stations de nourrissage pour les animaux. Puis, je fais aussi des entretiens semi-dirigés avec des donneuses de soins. Donc, il y a quelques caractéristiques particulières dans ces initiatives-là ont quelques caractéristiques particulières. Premièrement, je dirais que les pratiques sont vraiment diversifiées. Donc, ce que moi j'étudie dans le cadre de mon doctorat, c'est toutes sortes de choses comme nourrir, abriter, soigner, faire stériliser, faire adopter, réhabiliter ou protéger des animaux. Sarah Maud l'a mentionné tantôt, il y a une forte prépondérance féminine dans l'implication auprès des animaux. En fait, on dit qu'il y a environ 3 femmes pour 1 homme dans la cause animale et particulièrement dans les initiatives dites grassroots, donc les initiatives plutôt informelles. Justement, cet engagement-là est informel dans la mesure où c'est beaucoup des individus qui décident de s'engager sans nécessairement avoir une structure ou rejoindre un groupe ou une association, même si des fois, au fil de l'engagement, certaines personnes décident de formaliser davantage leur implication, c'est-à-dire de, par exemple, s'enregistrer en tant qu'OBNL pour devenir un refuge officiel ou participer à des programmes qui sont mis en place par des instances comme la Ville de Montréal ou à la SPCA de Montréal, par exemple. Donc, il y a parfois une formalisation en cours de route, mais généralement, c'est plutôt grassroots. Les interventions, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai un regard géographique aussi, donc les échelles d'intervention m'intéressent, les lieux de l'intervention m'intéressent, puis je remarque que les interventions auprès des animaux sont souvent réalisées à micro-échelle, mais dispersées partout sur le territoire urbain. Les actions impliquent également une grande mobilité, puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça n'a pas été documenté dans la littérature scientifique. C'est quelque chose que je découvre en cours de recherche. Puis, ça a une importance déterminante parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent n'ont pas de voiture. Donc, la mobilité, c'est une question cruciale dans l'engagement. Ça peut même faire la différence des fois entre une intervention ou une implication auprès des animaux qui va être difficile ou même voire impossible. Des fois, il y a des situations où les gens ne peuvent tout simplement pas réaliser leurs actions étant donné les enjeux de mobilité.
On pourra y revenir peut-être si j'ai le temps tantôt. Puis, une autre affaire importante à savoir des initiatives citoyennes de soins, c'est que l'utilisation des réseaux sociaux est vraiment importante pour favoriser l'action, en fait, que ce soit parce que les gens vont chercher des trucs sur Internet, échangent sur des groupes de discussion, vont diffuser leurs pratiques, vont solliciter des conseils ou du matériel. Donc, les réseaux sociaux sont vraiment un facilitateur dans ce cas-là, avec la dérive que parfois, ça peut aussi être un peu lourd à porter et difficile parce que ça génère tellement d'interactions que ça peut devenir un problème. Donc, la question de recherche à laquelle je tente de répondre dans ma thèse, en général, là, quand je parle de tous les animaux, c'est comment la relation de care interespèce se construit-elle entre les personnes engagées dans des pratiques de soins et les animaux urbains. Donc, comment cette relation-là se constitue? Et là, ça fait plusieurs fois que je mentionne le concept sans le définir. Donc, on y arrive. Le concept de care interespèce, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, la théorie du care, initialement, a été développée en études féministes pour traiter du travail de soins réalisé gratuitement par des femmes. Donc, le travail de soins, le travail de care, c'est tout ce qui est fait au quotidien pour assurer la survie et le bien-être des humains. Par exemple, soins aux enfants, préparation des repas, tâches domestiques, soins aux personnes âgées, aux personnes qui sont malades, etc. Donc, tout ce travail invisible et souvent réalisé gratuitement a une charge importante qui retombe sur les femmes. Et les théoriciennes de l'éthique animale ont repris cette théorie-là pour parler d'un certain rapport aux animaux, qui est un rapport de soins. Et donc, on a nommé ça le care interespèce pour le distinguer du care qui est réalisé entre humains ou entre humaines et humains. Et le principe de base de cette théorie-là, c'est de dire que les relations que les humaines ou les humains entretiennent avec les animaux engendrent une responsabilité à leur égard. Donc, il ne s'agit pas nécessairement, contrairement aux éthiques animales plus dominantes, on va dire, de considérer la relation aux animaux comme en termes de droits des animaux ou dans un cadre plutôt légal. Là, on parle plutôt d'une éthique de la responsabilité. Ce qui est intéressant dans la théorie du care, entre autres, c'est que dans cette théorie-là, on ne dit pas que le receveur de soins est passif. Au contraire, on dit qu'il joue un rôle actif dans la relation. Puis, moi, je me demande, dans une relation de care interespèce, comment ça se manifeste? Entre autres, par rapport aux chats, ça va se manifester par le choix du lieu que les animaux décident d'habiter, leur horaire, donc l'horaire selon lequel ils vont se nourrir, par exemple, ils vont sortir de leur cachette, et le niveau de proximité ou de distance qu'ils ont avec les donneuses de soins. Donc là, j'ai posé un peu les bases théoriques de ma recherche. Maintenant, je vais vous parler de résultats qui concernent un peu plus particulièrement les relations chat-humain à Montréal. Donc, dans le cadre de ma recherche, j'ai répertorié diverses actions. En fait, ce sont les gens avec qui j'ai fait des entretiens qui m'ont parlé de diverses interventions qu'ils ou elles posent auprès des animaux. Donc, il y a la stérilisation, que ce soit faite de façon je dirais, autonome, ou en tout cas que les gens fassent faire la stérilisation à leurs propres frais ou à travers le programme de CSRM mis en place par la Ville de Montréal avec la contribution de la SPCA de Montréal. La fabrication et l'entretien d'abris hivernaux pour les chats féraux ou errants. Le nourrissage sur une base régulière. Les soins vétérinaires qui sont offerts aux chats errants ou féraux. Tout ce qui est la question de la mise en adoption. Parfois, il y a des chats errants qui sont trouvés, qui ont un potentiel d'être adoptables. Donc, il y a des gens qui s'impliquent auprès de ces chats-là pour leur trouver des familles d'accueil et ensuite les faire adopter. Et finalement, il y a aussi une forte mobilisation politique qui peut être, par exemple, quand des citoyennes et citoyens se rendent à leur conseil d'arrondissement pour demander des modifications aux règlements municipaux concernant les animaux ou encore solliciter les élus pour avoir davantage de ressources pour les animaux dans leur quartier. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, les interventions ou les pratiques de soins ne sont pas mutuellement exclusives. C'est rarement, en fait, une personne qui fait un seul type d'action. Souvent, une action en appelle une autre. Peut-être que les gens se spécialisent à certains moments, mais souvent, c'est lié. Puis, une action, en fait, va en cacher plein d'autres dans la mesure où il y a beaucoup de tâches qui s'accumulent pour finalement pouvoir faire une action, même des actions qu'on pourrait dire simples, comme aller nourrir les chats. En fait, ça implique plusieurs autres tâches. Dans le cas, par exemple, du CSRM, donc, on parle de capture, stérilisation, relâche et maintien. Donc, on voit déjà que c'est plusieurs choses.
Bien, le CSRM, pour les gens qui s'impliquent auprès des chats, ça demande beaucoup de choses. Premièrement, ça demande de faire le repérage. Donc, que ce soit parce que la personne elle-même remarque un individu ou une colonie de chats errants ou parce qu'elle se fait interpeller. Donc, il y a d'abord la partie de repérage où savoir il y a combien d'individus, où ils sont, à quelle heure ils sortent, etc. Ensuite, il y a la question du trappage. Donc, trapper un chat avec une cage trappe, comme j'ai mis sur l'image ici, ça peut prendre plusieurs heures. C'est souvent au milieu de la nuit que les gens vont faire ça pour être sûr de ne pas être dérangés. Puis, ça peut prendre plusieurs tentatives pour y parvenir. On peut arriver à attraper un individu rapidement, comme certaines personnes l'ont mentionné, devoir y retourner pendant des semaines, voire des mois, pour finalement réussir à capturer un individu. Ensuite, il y a le transport vers la clinique vétérinaire qui va faire la stérilisation. Parfois, c'est une clinique qui est située dans le quartier, donc c'est pas si pire. Mais avec le programme instauré par la Ville de Montréal, les stérilisations ont lieu à la SPCA de Montréal. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la SPCA à Montréal. C'est loin, c'est peu accessible en transport en commun. Et donc, ça prend beaucoup de temps pour s'y rendre. Et après ça, il faut évidemment ramener le chat dans son milieu. Une fois que le chat est revenu, il faut s'assurer d'avoir des abris, aménager des abris hivernaux pour que les chats puissent survivre aux conditions hivernales qui sont très difficiles à Montréal. Il faut également s'assurer qu'il y a un système de nourrissage, donc il y a une ou des personnes qui vont aller les nourrir sur une base quotidienne. Il faut continuer à pourvoir aux soins vétérinaires essentiels pour les chats de la colonie. Puis, évidemment, il y a parfois la question des adoptions s'il y a des chatons ou des chats qui sont particulièrement propices à être adoptés. Donc, on va mettre en place le système dont je vous parlais tout à l'heure, des familles d'accueil et éventuellement de l'adoption. Donc, comme vous voyez, ça prend beaucoup de choses. Ce que je remarque dans la relation qui se crée entre chats et humains, dans le cas des personnes qui sont impliquées auprès d'eux, c'est qu'il y a un grand investissement émotionnel dans les pratiques de soins. Pour analyser ça, il y a un concept qui est intéressant, un concept d'Archambault qui parle de rencontres affectives, en anglais Affective Encounters, où on décrit le moment en fait, qui initie souvent l'engagement, qui est en fait un contact fortuit avec un animal qu'on va juger dans le besoin et qui déclenche une réponse émotionnelle. Et ce faisant, ça initie l'engagement. C'est-à-dire que, par exemple, une personne m'a déjà raconté, quand je demande aux gens en entrevue qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à vous impliquer pour les animaux, c'est vraiment fréquent que la personne va me dire ben, je ne m'attendais pas à ça, mais bon, j'ai trouvé une portée de chaton à côté de chez moi. Là, je ne savais pas quoi faire. Alors là, je suis allée m'informer sur qu'est-ce qu'on pouvait faire. Là, j'ai appris qu'il y avait des options comme le CSRM, etc. Puis là, finalement, ça va découler de cette rencontre initiale. Donc, la question d'être sollicité émotionnellement est extrêmement importante dans l'engagement des personnes. Il y a aussi tout un continuum d'intensité dans l'engagement. Moi, ce que j'observe dans le cadre de ma recherche, c'est que les personnes sont ont un niveau d'engagement plutôt élevé. Donc, oui, effectivement, il y a des personnes qui vont avoir un engagement plus ponctuel, du genre s'impliquer une fois par semaine en compagnie d'autres personnes pour aller nourrir les chats d'une colonie. Donc, par exemple, s'il y a une colonie qui peut être gérée par plusieurs bénévoles, ben, ça se peut que la personne ait seulement à y aller une fois par semaine. Donc, c'est un engagement plutôt ponctuel. Il n'en demeure pas moins que c'est un engagement qui est important parce que c'est récurrent, puis la personne assure une constance, mais ça ne prend pas trop de temps dans une journée. À l'inverse ou à l'autre opposé du spectre, il y a les gens pour qui l'engagement est, je pourrais dire, presque total. Donc, ça devient un projet de vie. Les gens vont en parler en termes de mission, de vocation. Et là, c'est vraiment la vie de la personne qui est orientée autour de cette implication-là. Puis entre les deux, on a comme des gens qui ont un niveau d'engagement un peu variable, qui vont dire, moi, je le vois comme une responsabilité que je dois prendre à l'égard des animaux, c'est mon devoir citoyen. Donc, ils mettent quand même beaucoup de temps, mais qui ne vont pas nécessairement tout organiser en fonction de cet engagement. Puis, les ressources consacrées, ça va un peu de pair, c'est-à-dire que les gens qui vont consacrer un peu moins de ressources vont en général passer moins de temps, puis vont aussi moins dépenser d'argent, puis de ressources matérielles. Je distingue les ressources financières et matérielles dans le sens où financière, c'est vraiment l'argent que les gens sont prêts à investir de leur poche pour prendre soin des animaux, tandis que les ressources matérielles, c'est en fait plutôt en termes de stockage, d'équipement, d'aménagement. Par exemple, il y a des gens qui vont carrément aménager une pièce de leur appartement ou de leur maison, ou même voir tout leur appartement ou leur maison pour
stocker du matériel, que ce soit des cages trappes, des abris hivernaux, tout le nécessaire pour réaliser leurs actions. Donc, des fois, il y a des gens qui se rendent très loin dans l'espace qu'elles consacrent à leur implication. Puis, ben, c'est ça aussi, encore une fois, c'est un continuum, mais généralement, les trois types de ressources vont augmenter de la même façon, c'est-à-dire que plus une personne va consacrer de temps, plus elle va consacrer aussi d'argent et de ressources matérielles à son engagement. Puis, ben, cette implication-là a des effets, évidemment, sur les personnes et sur les animaux. Je n'aurai pas le temps de parler non plus de la perspective plus des chats, mais du côté humain, en tout cas, il y a un concept intéressant qui a été mis de l'avant par 2 auteurs, c'est le concept d'engrenage des soins. Donc, plus que les caregivers ou les donneuses de soins vont s'investir, plus qu'elles s'aperçoivent des besoins des animaux. Et là, c'est comme une roue qui tourne parce que, ce faisant, on en vient à adopter cette implication-là qui devient comme un espèce de filtre sur la réalité. Il y a plusieurs personnes dans ma recherche qui m'ont mentionné que maintenant qu'elles sont impliquées ou maintenant qu'elles sont sensibles à la cause des chats errants ou féraux, elles les voient partout. Donc, ça devient comme le filtre à travers lequel elles appréhendent l'espace et elles sont capables de distinguer très, très, très facilement, ah oui, là, il doit y avoir des chats qui habitent là, ou ah oui, ce chat-là, c'est un chat féral, l'autre, c'est un chat domestique, etc. Donc, elles deviennent comme hyper sensibles, hyper vigilantes à la question de la présence des chats. Puis, ben ça a un effet sur l'implication parce que plus qu'on en fait, plus qu'on est capable de voir les besoins et donc plus qu'on a l'impression qu'il faut en faire davantage. Et parfois, ça a un effet négatif sur les personnes parce que ça peut entraîner évidemment une grande fatigue de compassion. Sarah Maud l'a mentionné tout à l'heure, les effets sur la santé mentale. C'est vrai que les gens qui s'impliquent beaucoup auprès des animaux, certaines personnes ont de la difficulté à mettre des limites à leur implication et ça peut devenir un poids qui est très lourd à porter pour des personnes. Pour d'autres, ça va être prenant, mais ça va être prenant d'une façon plutôt positive dans la mesure où les gens ne vont pas nécessairement se sentir systématiquement envahis par leur implication. Ça m'avait fait sourire, une participante m'avait dit son implication auprès des chats, c'est comme les tatouages, une fois qu'elle commence, elle ne peut plus s'arrêter. Donc, c'est une envie constante de poursuivre son implication. Donc, en conclusion, je dirais que les relations de care interespèces entre chats et humains à Montréal sont caractérisées par un haut niveau d'engagement, que ce soit émotionnel, temporel, financier et matériel. Les personnes qui se mobilisent sont fortement interpellées par les conditions de vie des chats féraux et abandonnés, puis ne ménagent pas leurs efforts pour les améliorer. Leurs actions constituent des apports considérables à la gestion animalière urbaine et j'ajouterais devraient être beaucoup mieux soutenues par la Ville de Montréal parce que ça rend un service considérable à l'ensemble de la population, mais pourtant, c'est une implication qui est, comme je l'ai mentionné au début, dévalorisée, méconnue, sous-estimée. Donc, on aurait beaucoup à faire pour améliorer le contexte d'implication des personnes qui donnent leur temps et leurs énergies pour les chats à Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabrielle.